Le débat du jour. Anne Souhaitemont. Nous n'avons pas vocation à nous substituer ni aux Israéliens ni aux Palestiniens. C'est que eux seuls qui pourront faire la paix. Mais aujourd'hui, quand on constate un blocage, eh bien, il faut débloquer cette situation. Débloquer la situation au Proche-Orient, ambition affichée par le chef de la diplomatie française. Jean-Marc Ayrault était hier à Jérusalem et à Ramallah, des rencontres avec Benyamin Netanyahou, avec Mahmoud Abbas pour leur présenter le projet français. Un projet en 2 temps pour faire la paix au Proche-Orient. D'abord une réunion ministérielle dans 2 semaines à Paris pour inciter à la relance des négociations. Ce sera avec l'Union européenne, les Nations unies, une vingtaine d'autres pays, mais sans Israël ni les Palestiniens pour éviter l'échec avant même le début des négociations. Ensuite, 2e temps, une conférence de paix avec les parties au conflit, cette fois des négociations directes donc, qui pourraient avoir lieu à l'automne. La France veut donc remobiliser la communauté internationale, changer de méthode, dit-elle, pour résoudre un conflit passé au second plan, il est vrai, dans la région depuis l'éclosion du conflit syrien, pour résoudre aussi un conflit qui s'est cristallisé ces derniers mois, une intifada des couteaux, comme on dit, qui a fait plus de 200 morts israéliens et palestiniens depuis le mois d'octobre. Alors, le projet français est-il crédible ? La France peut-elle jouer un rôle dans le processus de paix israélo-palestinien ? C'est le débat de ce soir. Bienvenue. Pour en parler, 2 invités. Julien Salin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur en sciences politiques, auteur du livre La Palestine des ONG aux éditions La Fabrique et puis auteur d'un blog également qui s'appelle À la recherche de la Palestine. Notre 2e invité est en direct avec nous par téléphone de Koweït, Gilles Pargneaux. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes eurodéputé socialiste, vice-président de la délégation du Parlement européen pour les relations avec les pays du Mashrek. Vous êtes aussi l'auteur d'une tribune qui est parue il y a quelques jours dans le journal Le Monde. L'Europe doit soutenir l'initiative française. La France est désintéressée, mais en même temps, elle est profondément convaincue que si on ne veut pas laisser prospérer ici, dans cette région, les idées de Daesh, il faut faire quelque chose. Voilà, c'était donc de nouveau Jean-Marc Ayrault, vous l'avez entendu. Julien Salin, les discussions sont au point mort depuis l'échec de la relance des efforts. C'était par les États-Unis en 2014. Est-ce que la France peut réussir là où les États-Unis ont échoué ? Je ne vois aucune raison qui ferait que la France pourrait réussir là où les États-Unis ont échoué, étant donné que malgré ce qui est annoncé, il n'y a absolument pas de changement dans la méthode. C'est maintenant depuis une quinzaine d'années, depuis l'année 2001 et les déclarations de George Bush Jr., on voit se multiplier, se succéder les initiatives dites de paix. Alors une fois c'est les États-Unis, une fois c'est le Quartet, une fois c'est Tony Blair, une fois c'est la Ligue arabe, maintenant c'est la France. Et visiblement, on ne tire pas le bilan des échecs du passé. Mais est-ce qu'on n'a pas quand même un contexte qui a changé ? Jean-Marc Ayrault le disait à l'instant, si on ne veut pas laisser prospérer les idées de Daesh, il faut faire quelque chose. Il y a quand même une nouvelle donne dans la région. Est-ce que ça peut pas créer des conditions plus favorables ? Le fait qu'il y ait une nouvelle donne dans la région, c'est certain, mais il y a aussi une nouvelle donne à l'intérieur des territoires palestiniens et d'Israël. Et ça, visiblement, le bilan n'a pas été tiré des 25 années écoulées depuis 91 et le processus dit de Madrid, qui est devenu le processus d'Oslo. C'est-à-dire qu'on continue de penser qu'il est possible de faire négocier Israël et les Palestiniens en les mettant sur un pied d'égalité. Et c'est ça le problème de fond. C'est-à-dire qu'on fait abstraction du fait que la situation sur le terrain est celle d'un État occupant, d'un territoire occupé, d'un État constitué avec une économie, des institutions, une armée, un État viable face à une population qui est démunie et dépendante de l'aide internationale. Et penser que dans de telles conditions, on peut aboutir à un quelconque résultat sans envisager de mécanisme de pression sur le fort, c'est-à-dire sur l'État d'Israël, eh bien c'est répéter les erreurs qui ont été commises par le passé, parce que ce qui s'est passé depuis 25 ans maintenant, c'est que l'État d'Israël, en réalité, fait ce qu'il veut. Alors, Gilles Pargneaux, votre analyse sur ce projet français, on a entendu le scepticisme très fort que vient d'exprimer Julien Salin. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous y croyez à cette ambition française ? Oui, j'y crois. Pourquoi ? Parce que le contexte international est paradoxalement favorable à la résolution du conflit israélo-palestinien. Je suis, comme vous l'avez dit, au Koweït. J'ai rencontré aujourd'hui les autorités politiques du Koweït. Et ici, au Koweït, tout le monde dit effectivement
nous avons la possibilité que les pays arabes soient prêts pour la paix, parce que ils ont une double préoccupation, la lutte contre Daesh, ça a été dit, mais aussi l'opposition à l'Iran. Voilà les principales sources de préoccupation des pays du Golfe, des pays sunnites. En cela, la paix avec Israël est, à leurs yeux, une plus-value pour l'ensemble des pays arabes. Donc, nous devons faire en sorte de les aider et aider les pays arabes à venir dans la discussion pour la paix entre Israël et la Palestine, c'est, je crois, permettre le leadership, non pas seulement français, mais européen. Mais alors, cette initiative française qui doit être accompagnée par l'Union européenne. Gilles Pargneaux, vous nous dites les pays arabes sont prêts pour la paix. La question, c'est aussi Israël. Est-il prêt pour la paix? Il s'agit donc d'instaurer un rapport de force. On le voit, le quartet est plus une gêne qu'une aide. Il faut s'en débarrasser au profit de l'initiative arabe de paix, et cette initiative arabe de paix de 2002 doit être la base de toute négociation. C'est le sens de la discussion qui va s'ouvrir, et nous devons réaffirmer aujourd'hui que nous devons avoir un autre processus de paix, car on le sait, les conditions du quartet pour reprendre le dialogue avec le Hamas sont par exemple la reconnaissance immédiate d'Israël, l'acceptation des précédents accords internationaux ou l'abandon explicite de la violence. Ces conditions sont, je crois, impossibles à remplir car elles signifient pour le Hamas et pour les Palestiniens de la bande de Gaza la reddition, l'humiliation, l'échec sur toute la ligne. Donc il est évident qu'on ne peut pas construire une nouvelle relation, une relation de confiance sur une humiliation initiale. Donc la conclusion est sans appel, je le pense. Le quartet doit être abandonné au profit d'initiatives arabes de paix. Julien Salingue, ce que vient de nous dire Gilles Pargneaux, c'est donc un contexte international plus favorable, des pays arabes prêts pour la paix. Vous n'y voyez vraiment aucune forme d'optimisme ? Non, mais le problème, c'est que c'est pas la première fois qu'on entend ça. Et finalement, on parle pas de faire la paix pour la justice. On parle de faire la paix parce que c'est les intérêts des pays de la région. Mais la question, au bout d'un moment, dans une situation de déni des droits nationaux d'une population, le point de départ, ça doit être les droits nationaux de cette population et ses intérêts, pas les intérêts des pays environnants. Et je sais pas si c'est le fameux pied d'égalité dont vous parliez tout à l'heure. Je ne sais pas si les auditeurs comprennent la référence à l'initiative arabe de 2002. C'était une initiative venue de la Ligue arabe d'Arabie Saoudite à l'époque, qui avait un intérêt. C'est qu'elle rappelait que la base de la résolution de la question palestinienne, c'est le droit international, c'est-à-dire la fin de l'occupation, c'est-à-dire la fin des colonies et leur démantèlement, et d'évoquer la question des réfugiés et de Jérusalem évidemment. Et le fait que ceci ait été posé de cette façon-là a valu un rejet immédiat de la part de l'État d'Israël. Et ça dit quelque chose, ça dit qu'Israël refuse de négocier sur la base du droit international. Et au bout d'un moment, il faut se poser la question de savoir pourquoi on applique à d'autres États ce que l'on n'applique pas à l'État d'Israël. L'Union européenne, par exemple, depuis plus de 2 ans maintenant, a décidé de prendre des sanctions contre un pays qui s'appelle la Russie, parce qu'elle estime que la Russie, en occupant l'Ukraine, d'après l'Union européenne, a outrepassé le droit international, et donc a mis en place un mécanisme de sanctions économiques, de sanctions contre des personnalités, de sanctions contre des entreprises, etc., etc. Depuis maintenant plus de 10 ans, les Palestiniens disent le seul moyen aujourd'hui de contrebalancer la domination israélienne, c'est que ceux qui croient sincèrement à la possibilité d'une paix adoptent des mécanismes de sanctions contre l'État d'Israël. Alors je crois qu'il avait d'ailleurs été question, quand on a lancé cette initiative, donc une initiative française, de faire plus pression sur Israël. Manifestement, l'option a été oubliée. Gilles Pargneaux, enfin pas retenu. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce pied d'égalité, est-ce qu'il n'aurait pas effectivement fallu changer de stratégie, changer de méthode et considérer... Allez-y. Oui, non, cette option n'est pas oubliée. L'initiative française de paix, c'est redonner un espoir. Il y a donc eu urgence de poser des bases
de renouvellement du processus de paix, apprendre des erreurs du passé. Le statu quo, tant sur le terrain que dans la manière dont nous abordons le processus de paix, serait, je crois, une grave erreur. Donc l'intérêt de l'initiative française est de prendre acte de cette réalité. Il s'agit donc de faire en sorte, et ça a été rappelé par Jean-Marc Ayrault hier, en Cisjordanie, mais aussi en Israël, afin que nous puissions ainsi aborder l'ensemble des sujets. Mais alors, en quoi est-ce que les leçons ont été tirées du monde, c'est que il faut passer, c'est la fin des discours de haine propagés dans les deux camps, la fin de la colonisation, la modification des manuels scolaires, par exemple, qui décrivent l'autre comme le mal absolu, la protection conjointe des ressources naturelles, autant de dispositions qui doivent servir à paver la voie de la paix. Et c'est, je crois, une nouvelle voie qui nous apparaît comme étant des plus intéressantes. Julien Salem, vous n'êtes pas d'accord, on n'est pas sur une nouvelle voie. Me l'ont dit encore aujourd'hui, bon nombre de jeunes du monde arabe et du Maghreb vont fournir les rangs de Daesh parce qu'il y a cette problématique majeure depuis des décennies maintenant entre Israël et la Palestine. Donc reconnaître la cause palestinienne, cette solution de deux États est aussi un moyen de lutter contre Daesh. Julien Salin, je vous vois faire non de la tête, vous partagez pas du tout cette analyse. Pour vous, on est très loin d'avoir mais partie de ce pied d'égalité. Voilà, je connais cette théorie, comme on dit, mais c'est-à-dire que ça se répète, et moi, au risque de me répéter aussi, s'il y a un bilan qu'il faut tirer au moins des 20 dernières années, c'est que lorsque les deux acteurs sont laissés à eux-mêmes, c'est le plus fort qui triomphe. Alors là, l'initiative consisterait à faire se réunir auparavant. Oui, c'est ça. Il y a quand même un changement de méthode, puisque c'est en deux temps. C'est ce que j'expliquais. Est-ce que ça, c'est pas une nouveauté qui peut permettre peut-être de faire avancer les choses petit à petit? Mais le problème, c'est est-ce que le point de départ sont les intérêts et les objectifs des pays qui vont se réunir, ou est-ce que d'abord on écoute ce que disent les populations sur le terrain? Et moi, j'entends mettre sur un pied d'égalité les discours de haine et la colonisation, je trouve que c'est quand même assez étonnant. C'est-à-dire la colonisation, c'est pas du discours. La colonisation, c'est des centaines de personnes qui chaque mois sont déplacées, etc. Pour les 4 premiers mois de l'année 2016, le nombre d'infrastructures palestiniennes qui ont été détruites par l'État d'Israël a dépassé celui de l'ensemble de l'année 2015. Ça, c'est du concret. Et ce que les Palestiniens demandent pour négocier dans des conditions à peu près correctes, c'est la fin immédiate de tout ça. La fin de la colonisation, la fin de l'occupation. Et ensuite, on discute. Et un petit oubli, à mon avis, dans les préconditions, en tout cas dans la liste que j'ai entendue, c'est la fin du blocus de Gaza, qui concerne quand même 1 800 000 personnes qui vivent dans des conditions absolument déplorables. Je crois qu'on a bien compris votre divergence sur ce point-là. Je voudrais qu'on en vienne quand même à un acteur qui a priori pourrait être absent, qui sont les États-Unis. Gilles Pargneaux, John Kerry, le chef de la diplomatie américaine, a dit que le 30 mai, il ne serait pas forcément là. Est-ce que la France peut mener une telle initiative sans les États-Unis ? Donc c'est vrai que les États-Unis sont peu enclins à agir, plus préoccupés par les élections présidentielles et surtout affaiblis dans leur relation privilégiée avec Israël. Donc je crois que dans ce contexte, il est clair que les Américains doivent être prêts à se tenir toute initiative extérieure de relance de paix. D'où l'intérêt de cette initiative française. Alors c'est vrai que pour l'instant, il nous a été dit que John Kerry ne serait pas présent le 30 mai. La diplomatie française a indiqué nous pourrions reporter de quelques jours. De quelques jours, puisque le 30 mai coïncide avec le Memorial Day qui est très important aux États-Unis. Donc vous dites oui, mais il faut que les États-Unis soient là. Julien Salin, sur les États-Unis, on peut faire sans ? Mais je pense qu'on peut faire sans, on peut faire avec. Ça ne réglera pas le problème. Mais c'est certain que si les États-Unis ne participent pas à cette initiative, ça donnera encore moins de crédibilité à la chose. Et par ailleurs, je tiens à préciser que j'ai entendu Jean-Marc Ayrault au début de l'émission là, le sonore qu'on a entendu, qui dit que c'est une initiative désintéressée de la part de la France. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut être sérieux. C'est-à-dire quand on fait de la diplomatie, c'est jamais désintéressé.
avancé. La France fait de la diplomatie dans la région et on peut s'interroger sur la cohérence de tout ça parce que pendant qu'on explique qu'on va essayer de résoudre le problème entre Israël et les Palestiniens et lutter, paraît-il, contre l'intégrisme islamique, on vend des armes au maréchal Sissi qui participe directement au blocus sur la bande de Gaza. Donc ça donne quand même une image assez peu favorable de la France au niveau de la population gazaoui. Et puis on vend des armes à l'Arabie Saoudite. C'est comme ça qu'on lutte contre l'intégrisme islamique dans la région. Donc au bout d'un moment, il y a quand même désintéressé et des marchonnettes, pour vous, ce sont des adjectifs qui ne correspondent pas. Il y a quand même un problème de cohérence globale qui peut interroger sur l'objectif réel de la démarche française. Et pour moi, cette histoire de conférence, c'est beaucoup plus de l'affichage qu'une volonté de régler concrètement les problèmes. Et Gilles Pargnieux, cette conférence, elle s'annonce aussi très difficile parce que Israël est très... Oui, allez-y, vous vouliez réagir ? Oui, donc effectivement, on est dans une grande difficulté, mais c'est pas d'aujourd'hui. Malheureusement, ça fait plusieurs décennies qu'on est dans la grande difficulté au sein dans cette région. Donc il nous faut faire en sorte que cette initiative française, qui n'est pas récente, puisque ça fait maintenant quelques mois que le prédécesseur de Jean-Marc Ayrault, Laurent Fabius, avait initié cette initiative française. Là encore, dans un premier temps, on avait regardé cette initiative avec un peu de distance par tout le monde, et puis finalement, tout le monde se dit oui, on ne peut pas continuer ainsi. Il faut faire en sorte. Mais vous dites que cela fait longtemps qu'on a les mêmes difficultés, mais il y a tout de même cette décision de l'UNESCO là sur le patrimoine culturel palestinien et de Jérusalem-Est qui a été qualifiée de scandaleuse, de partielle par Israël. Ça va compliquer les choses à ce stade-là des discussions. C'est dans 2 semaines, le 30 mai. Oui, donc on voit bien que ce vote à l'UNESCO n'a pas été, ne garantit pas toute sérénité de la part d'Israël, mais il s'agit là encore d'un prétexte. On le sait, Netanyahou n'a qu'une seule envie, c'est, dit-il, une négociation bilatérale uniquon. Des négociations directes. On le sait toutes et tous, c'est une chimère. Sans les voisins arabes, on voit bien comment on pourrait trouver une solution bilatérale, alors pour le coup, comme vient de le dire M. Salang, et qui soit disproportionnée par rapport à Israël. Autre difficulté. Et ça a été dit par Jean-Marc Ayrault, y compris ce week-end, et bien faire en sorte que, au-delà des mots, il nous faut faire en sorte qu'il n'y ait pas que des formules, mais aussi des actes. Et le premier acte, c'est ce sommet de Paris le 30 mai ou dans les jours qui suivent. Et Julien Salang, l'autre difficulté aussi, toujours du côté israélien, puisque côté palestinien, on soutient l'initiative française, c'est peut-être la personnalité aussi et les propos du Premier ministre Manuel Valls qui va dans la région la semaine prochaine et qui est perçu comme très pro-israélien d'après certaines de ses déclarations. Ah oui, puis c'est pas juste des discours, c'est-à-dire il y a une politique aussi. Et pour réagir à ce qui est dit, au moment où l'initiative française a été annoncée en janvier, il y a un officiel israélien sous couvert d'anonymat qui a fait cette déclaration intelligente qui était de se demander si la France allait inviter Daesh aux négociations. Voilà où on en est. C'est-à-dire le gouvernement israélien, les autorités israéliennes, il faut prendre au sérieux ce que disent les intellectuels israéliens. On a un gouvernement ultra-nationaliste, d'extrême droite, dominé par les colons, les religieux et les ultranationalistes. Et penser que, sous prétexte qu'on va organiser une réunion le 30 mai, sans développer de mécanismes contraignants vis-à-vis de l'État d'Israël, penser que ça va permettre de faire s'asseoir autour d'une table et de rendre raisonnable un gouvernement qui est totalement déraisonnable, le gouvernement israélien, et je suis pas le seul à le dire, et quand aujourd'hui Amnesty International, c'est pas le Hamas, demande un embargo sur les armes vis-à-vis d'Israël, c'est pas pour rien. Voilà, si on ne tient pas en compte, si on ne prend pas en compte tout ça, on va, sans mauvais jeu de mots, dans le mur. Et c'est certain que la politique de la France et les postures de Manuel Valls n'aident pas, et malheureusement, elles correspondent à une politique réelle. C'est pas juste du discours. Un rendez-vous le 30 mai donc pour cette réunion ministérielle qui devrait avoir lieu à Paris. Merci beaucoup à nos 2 invités, Julien Salang, chercheur en sciences politiques, auteur du livre La Palestine des ONG aux éditions La Fabrique, à Gilles Pargnieux qui est avec nous par téléphone, eurodéputé socialiste. Merci également à Florence Ponce, à Hélène Avril. Tout de suite, c'est un nouveau journal sur RFI.